gamme des lésions calcifiantes ou entre guillemets calcifiantes ayant été exposées dans le module précédent, parlons maintenant des ossifications et nous reprendrons brièvement des notions déjà évoquées dans les pseudotumeurs d'origine traumatique précédemment. Sur un plan physiopathologique, la survenue d'ossifications au sein des parties molles trouve en fait une explication. Des fibroblastes sont présents dans toute partie molle, ce sont des cellules mésenchymateuses relativement multipotentes. En cas de signal ou d'agression par le biais de protéines médiatrices, des cytokines, ces fibroblastes auront la capacité de se différencier de façon inappropriée en chondroblastes et en ostéoblastes. Quelles sont ces agressions qui seront responsables du déclenchement de cette différenciation? Eh bien, des facteurs traumatiques accidentels, nous l'avons déjà, on l'a dit, évoqué dans un module précédent, des facteurs neurogéniques, en particulier des traumatismes, qu'ils soient crâniens ou rachidiens, menant à une immobilisation prolongée ou un coma, ou en cas d'agression chirurgicale, typiquement dans un contexte de prothèse totale de hanche, nous le détaillerons. Une fois la différenciation des fibroblastes obtenue en chondroblastes et en ostéoblastes, une réactivation de l'ossification enchondrale et membraneuse mènera à une maturation osseuse progressive avec organisation dite zonale d'une structure osseuse corticalisée en périphérie, puis ossifiée progressivement de façon immature puis mature en son centre avec architecture spongieuse caractéristique. Cette évolution est illustrée chez ce patient qui avait bénéficié dans un contexte de troubles métaboliques osseux d'une biopsie d'une grosse carotte osseuse à la crête iliaque par nos confrères rhumatologues. Le patient se présente avec de petites douleurs dans les semaines qui suivent et lorsqu'on l'explore par un scanner complémentaire, on constate bien qu'un hématome a probablement fusé en direction du petit glutéal vers le dehors et que celui-ci s'est progressivement organisé en une structure osseuse avec minéralisation par la périphérie et organisation d'une ossification d'abord immature qui probablement dans le futur deviendra mature avec un centre spongieux plus graisseux qu'il ne l'est actuellement. Quand on a compris tout ça, eh bien on comprend parfaitement la survenue d'ossification ectopique anormale dans différents contextes au sein des parties molles, et c'est ce que nous allons détailler dans ce module. La première cause, déjà largement évoquée précédemment, c'est la cause post-traumatique ou post-opératoire. Nous évoquerons les myosites ossifiantes circonscrites qui sont en fait la même chose avec traumatisme plus ou moins avéré, la myosite ossifiante neurogène qui correspond en fait à l'ancienne para-ostéoarthropathie neurogène pour terminer par la possibilité d'une tumeur minéralisante, typiquement par son centre. Les ossifications post-traumatiques, on l'a dit, peuvent résulter d'un traumatisme parfaitement avéré, mais pas toujours, et souvenons-nous de ces ossifications qui surviennent dans les quadriceps chez des patients sportifs, mais sans souvenir d'un traumatisme précis. Le diagnostic sera évoqué devant des localisations évocatrices comme le quadriceps par exemple, l'organisation zonale corticospongieuse dont on rappellera que lorsqu'elle est présente, cette organisation osseuse, eh bien une tumeur ou pseudotumeur des parties molles est bénigne jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, lorsque vous voyez venir ce patient victime d'un AVP dans le passé avec des images un peu curieuses, linéaires au sein de son os et que vous zoomez dessus, eh bien vous constaterez qu'il existe bien par endroits une organisation cortico-spongieuse tout à fait caractéristique qui n'est pas le comportement d'une lésion par exemple maligne. Cette ossification résultait bien d'un probable hématome traumatique de la jambe. Voici un autre cas typique d'un patient jeune footballeur qui vous est référé pour évaluation avant biopsie éventuelle, mais vous reconnaissez une organisation en cible caractéristique, zonale, osseuse, et vous banalisez complètement cette entité. Enfin, patient victime d'une luxation du coude dans le passé, le ligament collatéral médial avait été déchiré et vous n'êtes pas surpris de voir une minéralisation survenir sur l'anthèse, qui est en fait une ossification du fait de cette densité corticale périphérique et de ce centre spongieux d'architecture similaire à ce que l'on note dans la métaphyse adjacente. Le diagnostic de bénignité est donc affirmé très sereinement. Voyons un cas un peu plus difficile, là encore envoyé pour suspicion de sarcome. En fait, quand vous l'interrogez, il est bien tombé sur les fesses à la patinoire il y a 5 mois, quelques semaines après le traumatisme. Il avait eu une IRM qui avait montré une masse de la profondeur de la fesse dont le signal n'était pas tout à fait rassurant car pas du tout spongieux à ce stade. Nous étions en fait en face d'une ossification en cours de maturation. Ce qu'il faut savoir faire dans ce contexte, c'est patienter, ramener cette image au traumatisme qui était très net chez ce patient pour le suivre et se rassurer sur cette image
effectivement peut-être un peu inquiétante, pour prouver quelque temps plus tard qu'une minéralisation périphérique, une spongialisation centrale et donc une ossification post-traumatique est en train de s'installer. En temporisant à travers les mois qui suivent, eh bien, vous pourrez refaire une IRM qui montrera une image peu spécifique en T2, mais qui vous montrera bien du spongieux en train d'apparaître au sein de la lésion, l'organisation osseuse est prouvée, et la bénignité de cette image l'est également. Au total, ce patient qui venait pour un sarcome peut être tout à fait rassuré. En attendant un peu que la minéralisation soit complète, que l'ossification soit complète, les chirurgiens pourront intervenir pour retirer cette espèce d'os de sèche et soulager le mieux possible le patient. Ces ossifications post-traumatiques sont en fait exactement la même chose que la myosite ossifiante circonscrite, entité dont on a dit qu'elle résulte souvent d'un traumatisme, même si, et ce sont des situations déroutantes, elle peut survenir en l'absence de traumatisme avéré sous forme d'une pseudomasse pseudo-sarcomateuse chez un sujet jeune. La physiopathologie que nous avions détaillée dans le module précédent rejoint complètement la physiopathologie fibroblaste, différenciation en chondroblaste et ostéoblaste décrite en introduction de ce module. Pour rappel, les images que l'on rencontrera seront volontiers sur des localisations caractéristiques, épaules, cuisses et fesses avec minéralisation périphérique, ostéo-intégration progressive possible avec parfois disparition complète. Les images de scanner sont souvent d'une grande aide pour affirmer cette organisation zonale et se rassurer définitivement. Et pour rappel, chez un sujet jeune sans traumatisme qui vient avec une masse très inflammatoire, très douloureuse, de croissance rapide, comme chez cette jeune femme qui ne déclare pas d'accident récent, eh bien, vous devrez savoir identifier en périphérie, en IRM, une minéralisation progressive et vous devrez savoir demander un scanner qui vous la confirmera. Vous pourrez suivre cette patiente, affirmer le diagnostic de myosite ossifiante circonscrite et éviter toute biopsie qui serait de résultats parfois inquiétants si l'histologiste n'est pas suffisamment renseigné. Troisième entité classique d'ossification, la myosite ossifiante neurogène, disons-le tout de suite, c'est le nouveau nom de l'ancienne para-ostéoarthropathie neurogène. Elle survient chez des traumatisés crâniens ou médulaires, avec paralysie et séjour souvent prolongé en réanimation. L'incidence de ces ossifications n'est que de 15 à 20% dans ces contextes. Elle débute souvent dans un délai précoce, mais qui peut être un peu plus long, avec une moyenne de 2 à 3 mois. Les ossifications, logiquement, sont souvent bilatérales. Il existe tout un tas d'hypothèses physiopathologiques, neurovégétatives ou vasculaires, mais celle qui semble l'avoir remporté ces dernières années est l'hypothèse microtraumatique, de microtraumatisme imposé aux articulations lors de la mobilisation de ces dernières chez des patients souvent déficients ou dans le coma. Ceci expliquerait la fréquence de ces ossifications à l'épaule, au coude, c'est-à-dire au membre supérieur en cas de traumatisme crânien, et leur absence pour se déporter plutôt vers les hanches et le genou en cas de traumatisme plus distal, c'est-à-dire sur le rachis. Sur un plan sémiologique, eh bien, ce que l'on verra, c'est tout simplement une ossification avec organisation zonale qui s'installera de façon plus ou moins exubérante autour d'une articulation. Voici le cas d'une patiente victime malheureusement d'un traumatisme crânien il y a 6 mois. Lorsque l'on constate une raideur de la hanche, on réalise des radiographies qui montrent bien cette minéralisation d'organisation osseuse progressive et qui sera confirmé éventuellement par la réalisation d'un scanner. Le scanner sera souvent fait assez précocement pour constater l'organisation de ces ossifications et étudier les rapports qu'elles entretiennent avec les structures vasculo-nerveuses adjacentes. L'examen pourra d'ailleurs facilement être injecté. Dans le cas présent, on constate bien une organisation osseuse, cortico-spongieuse, par endroits un peu dense, et qui refoulera vers l'avant le pédicule fémoral, et engainera, c'est assez classique, vers l'arrière, le nerf sciatique. Le bilan complet sera donc fait pour les chirurgiens qui pourront souvent assez précocement aller libérer l'articulation et les structures vasculo-nerveuses pour restituer le plus de mobilité possible aux patients. Voici donc un exemple à la hanche. Voici un autre exemple tout à fait classique au coude chez ces sujets de réanimation, avec minéralisation progressive postérieure. La minéralisation est fine et l'organisation osseuse est en fait un peu difficile à prouver. Le scanner sera meilleur en montrant bien une organisation cortico-spongieuse par endroits similaire à l'os
immédiatement adjacent et le patient bénéficiera très précocement d'une libération chirurgicale d'un maximum de cette ossification engainante pour, on l'a dit, restituer le plus de mobilité possible. Pour ceux et celles qui seraient intéressés par ce sujet, nous vous invitons à lire le magnifique article du journal de radiologie proposé par Ezra et l'équipe du professeur Carlier à Garches, dont la référence est disponible à la fin de ce module. Dernier type d'ossification au sein des parties molles liée à une agression externe, l'ossification post-opératoire et en particulier sur prothèse totale de hanche. On sait que ces ossifications sont en fait très fréquentes, elles surviennent dans 15 à 20% des cas, mais restent dans une majorité des situations une curiosité car elles sont en fait cliniquement symptomatiques dans seulement 1 à 5% des cas. Il existe des facteurs de risque bien connus des chirurgiens que sont le saignement péropératoire et surtout préalablement les maladies hyperostosantes comme le rhumatisme psoriasique par exemple. Lorsque ces ossifications sont symptomatiques, elles nécessiteront une prise en charge chirurgicale. À cet effet, une classification existe. Dans le stade 1 de Brucker, il n'existe que quelques ossifications. Dans le stade 2, les ossifications sont importantes mais non continues avec espace libre généreux supérieur à 1 cm. Dans le stade 3, l'espace libre est inférieur à 1 cm, tandis que dans le stade 4, les ossifications sont continues. En général, les chirurgiens aiment que les ossifications soient figées, abouties avant de les enlever. Pour éviter tout risque de récidive, la scintigraphie a donc une place pour décider d'une chirurgie. Pour terminer, et c'est un chapitre que nous ne pouvons éluder, bien que cette entité soit extrêmement rare, c'est le chapitre des tumeurs minéralisantes. On a dit qu'une lésion d'organisation spongieuse avec minéralisation périphérique est bénigne jusqu'à preuve du contraire. Et bien à l'inverse, une lésion minéralisante des parties molles ou juxta-osseuses d'organisation anarchique, c'est-à-dire avec minéralisation centrale, sera parfaitement inquiétante jusqu'à preuve du contraire. Et nous vous remontrons la distinction avec l'ossification simplex. Ces lésions minéralisantes, elles sont rares, mais vous ne devez pas les méconnaître. Elles indiquent une prise en charge urgente en milieu spécialisé. Au total, le premier point fort à retenir, et c'est une redite, est que la distinction sémiologique entre calcification et ossification est fondamentale dans le diagnostic d'une lésion minéralisée, car les gammes diagnostiques sont bien différentes. Le second point fort à retenir est qu'une lésion avec organisation osseuse zonale corticospongieuse franche au sein des parties molles est bénigne jusqu'à preuve du contraire. A l'inverse, et c'est notre troisième point fort, toute lésion non typique d'une minéralisation bénigne reste indéterminée et donc inquiétante et doit bénéficier d'une prise en charge en centre spécialisé. Dans le prochain module, nous commencerons notre description des tumeurs et pseudotumeurs des parties molles selon leur matrice en commençant par les kystes arthrosynoviaux du poignet. Je vous remercie de votre attention.